Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Zana TV, la chaîne de la diaspora. Vous suivez Décryptage. Nous sommes dimanche 13 novembre 2016 et je suis toujours en compagnie de Bédel Baouna. Bédel Baouna, bonjour. Bonjour, c'est Makosso. Bédel Baouna, nous sommes en automne en ce moment. Je vous vois un peu frileux comme ça alors que vous êtes un vieux Parisien. Ça ne se justifie pas, Bédel Baouna? Ah, si, eux-mêmes, les Mindélés qui sont nés ici, se promènent en manteau, en fourrure. Alors pourquoi moi, qui suis venu d'ailleurs, ne serais pas comme eux? Je suis frileux, je ne supporte pas le froid. C'est tout à fait normal. Mais voilà, on comprend très bien que vous êtes frileux. On a aussi vu votre attitude de Laouna. Par rapport à cette actualité automnale, c'est la victoire de Donald Trump aux États-Unis. Alors c'est quand même un séisme, il faut le dire, hein, planétaire, puisque partout les gens étaient surpris, quasiment balayant les sondages qui donnaient la victoire à Mme Clinton. Aujourd'hui, on voit des manifestations même aux États-Unis. Bédel Baouna, d'abord, qu'est-ce qui explique aujourd'hui que, j'allais dire Bédel Baouna, que Donald Trump ait pris le siège de la Maison-Blanche? Monsieur Makosso, une observation et puis une tentative d'analyse, puisque vous me posez la question sur l'analyse. C'est que la victoire de Donald Trump, oui, apparaît comme un séisme, vous avez bien employé le mot, une onde de choc. Et c'est pour autant que les instituts de sondage s'étaient trompés. Non. Puisque Hillary Clinton est majoritaire, on voit. Mais elle n'a pas su mobiliser l'électorat des États clés, en fait, ce qu'on appelle aux États-Unis les swing states. Et c'est là où je crois qu'elle a commis une erreur tactique, Madame Hillary Clinton. Elle s'est comportée quelques jours avant même l'élection présidentielle, déjà en présidente des États-Unis. J'avais passé la nuit dans une rédaction parisienne et on m'avait confié la tâche de téléphoner à des électeurs de la Floride, parce que la Floride était un État clé. Vous parlez anglais, Bédel Baouna, finalement. Si vous téléphonez aux électeurs de la Floride, en Congo, on vous sent un peu très hésitant. Je téléphonais à des Haïtiens. Vous savez, il y a au moins 600 000 Haïtiens en Floride, électeurs. Et je parlais avec eux. Ils me disaient que la majorité d'entre eux ne s'étaient pas déplacés. À qui la faute? Donc, Mme Hillary Clinton ne devrait s'en prendre qu'à elle-même. Vous savez, le système américain, c'est comme le système parisien. Pour être maire à Paris, il ne suffit pas d'être majoritaire. Encore faut-il remporter les arrondissements clés. Anne Hidalgo n'était pas majoritaire, on voit. C'est Nathalie Kosciusko-Morizet. Mais comme Anne Hidalgo avait concentré ses efforts sur les arrondissements clés, elle a remporté la mairie de Paris. Donc, c'est comme dans le système américain. Maintenant, si vous voulez, ici et là, on nous donne comme explication le triomphe du populisme. Le refus de l'immigration a été l'un des principaux axes de sa campagne. J'appelle à l'arrêt total et complet de l'entrée des musulmans aux États-Unis. Les Mexicains, ils prennent nos emplois, notre production, notre argent, ils prennent tout. Les électeurs ne l'ont pas non plus sanctionné pour son manque d'expérience politique. Celui qui n'a jamais exercé un seul mandat et qui n'était jusqu'à sa candidature connu que pour sa fortune et ses apparitions dans un reality show s'est imposé, déjouant tous les pronostics. Mais le populisme à lui seul ne suffit pas d'expliquer. Et le populisme était un obstacle à une analyse sérieuse. Depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, l'élite politique traditionnelle a mené des politiques économiques qui ont en quelque sorte exacerbé le fossé entre les riches et les pauvres. Et déjà dans les années 30, c'est l'économiste anglais John Keynes, je crois dans son livre Les conséquences économiques de la paix, ou bien dans la théorie générale de l'emploi, qui mettait déjà en garde les élites politiques. Si vous ne vous occupez pas de la réduction des inégalités, il y aura toujours des guerres civiles, il y aura toujours du populisme. Et c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est une gifle à l'élite politique traditionnelle américaine, puisque Donald Trump n'est pas un homme politique, il était novice. Certes, il a commencé avec le Parti démocrate, et puis il a soutenu Ronald Reagan. Il n'a jamais été élu, il n'a jamais été élu, aucun mandat. Jamais. Et je crois que c'est une gifle à l'élite.
Et les hommes politiques américains ne devraient s'en prendre qu'à eux-mêmes, en particulier à Hillary Clinton, qui a commis quelques erreurs tactiques. Oui, mais le populisme... Outre les erreurs de Mme Clinton, je trouve quand même vous balayez d'un revers de main le populisme d'une manière assez facile. On voit comme ils sont... Mais le populisme est là, il a contribué. Mais le populisme a bien contribué à l'élection de Donald Trump. Mais le populisme seul ne suffit pas à expliquer cette élection. Alors, il faut faire une analyse globale et non spécifique. Il faut aussi pointer du doigt les failles de l'autre camp en face. Vous savez que M. Bernie Sanders, durant la primaire américaine, durant les primaires démocrates, il avait été aussi taxé de populiste, de démagogue. Vous voyez, c'était dans les deux camps. Parce qu'il pointait du doigt l'accentuation des inégalités entre riches et pauvres, qu'il fallait s'en occuper. Madame Hillary Clinton ne s'en est pas contentée. Non, pas du tout. Elle s'est comportée en présidente déjà. Mais non, il fallait d'abord s'adresser aux Américains moyens parce que ce sont eux qui votent majoritairement. Et c'est là, d'ailleurs, cette mésaventure pourrait même bien arriver aux favoris des sondages ici en France. Alors, on va toujours rester aux États-Unis. Vous l'avez bien compris depuis puisque Barack Obama s'est impliqué, mais vraiment pieds et mains liés dans cette campagne, chose qu'on n'a jamais vue en fait depuis toujours dans une situation inédite, oui, exactement. Je crois qu'il y a dans l'inédit. Je crois que il pourrait y avoir deux raisons à cela. D'abord, Obama s'est impliqué pour ne pas que son bilan, surtout l'Obamacare, c'est-à-dire la fameuse loi sur la couverture maladie, qui a permis à 22 millions d'Américains de bénéficier de la couverture santé. Il n'a pas voulu que cet héritage-là soit bradé, ou bien soit remis en cause. Ça, Trump a dit déjà qu'il en cause. Oui, mais ça c'est a posteriori. Oui, non, mais ça c'est après la victoire. Maintenant, il apparaît maintenant en rassembleur. Ça, maintenant, il commence à faire ses premiers pas d'homme politique. Mais il y a une deuxième raison à cela. C'est que si vous avez suivi la primaire américaine, dès le départ, il y a une femme qui s'est distinguée. En l'occurrence, Madame Michelle Obama. Notamment son discours lors de la convention de la démocrate à Philadelphie, je crois. Elle a électrisé la foule. On voit même une vidéo où l'on voit Bill Clinton aller l'embrasser, dire « Waouh !» s'exclamer. Madame Michelle Obama s'est révélée durant cette campagne. Et Obama s'est dit que j'ai tout intérêt à mener campagne pour Hillary Clinton pour permettre aux Américains de se faire déjà l'idée dans la tête qu'une femme peut présider à leur destinée. Alors, Michelle Obama, du coup, n'aura, sa femme, aucun mal. Puisqu'on a tenté de réduire Obama à la race. Lui, il n'en a pas voulu. Il s'est dit non, 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 je ne suis pas dans cette ornière-là. En revanche, Michelle Obama, elle, si vous avez suivi ses discours, elle rappelait ses origines, que descendante d'esclaves. Donc, il faudrait peut-être qu'un jour qu'il y ait un président, une présidente descendant d'esclaves. Obama, lui, n'est pas descendant d'esclaves. Sa mère est blanche, son père est africain, kenyan. Donc, pour Michelle Obama, c'était l'occasion de s'impliquer davantage et d'électriser. En tout cas, Michelle Obama, durant cette campagne présidentielle qui vient de se terminer aux États-Unis, a été la révélation. En tout cas, elle a marqué des points pour 2020. Et d'ores et déjà, il y a même des articles ici ou là. J'ai lu un article dans le New York Times, en tout cas qui parle d'elle en bien, en future candidate démocrate. Voilà, mais on va terminer cette séquence américaine. Est-ce que vous partagez cet avis que beaucoup de personnes ont laissé passer, selon lequel, en fait, après un noir, c'était dur d'avoir une femme à la Maison-Blanche? Pas du tout. Et même d'ailleurs, Hillary Clinton n'a pas été... les gens ici et là estiment qu'Hillary Clinton a été victime du vote sexiste. Non, puisqu'elle est majoritaire, on voit aux États-Unis. Donc c'est le système qui a fait. Non, pas du tout. C'est Hillary Clinton elle-même qui n'a pas su... plombé sa campagne. Qui a plombé sa campagne, qui n'a pas su parler avec les mots qu'il fallait aux Américains moyens. Voilà, des classes moyennes. Non, pas du tout. Elle était tout à fait désignée pour la Maison-Blanche.
Voilà, désigné pour la Maison Blanche, Bédel Baouna, vous connaissez qu'il y a un qui sait parler aux Congolais avec des mots parfois qu'on a du mal à comprendre, c'est Monsieur Denis Sassou Nguesso. Il est revenu d'Addis Abeba il y a quelques jours dans une conférence de presse un peu bizarre, hybride je dirais, puisqu'il est quasiment vautré dans un fauteuil. Vous avez de l'autre côté, par terre, des journalistes qui lui posent des questions à distance avec tous les salamalek possibles qui déclarent que pour lui, il n'y a pas de crise dans le pool alors que la réalité étant têtu, on voit quand même depuis quelque temps le gouvernement se dominer dans le pool, évoquer l'absence des organisations humanitaires, évoquer la crise humanitaire, évoquer les différentes conséquences sur le plan économique. Or là, le président, tout gaillardement, déclare non, il n'y a pas de crise, Bédel Baouna. Pour une fois, M. Makosso, je vais vous surprendre. Et pour cause. Oui, pour une fois, je ne suis pas en désaccord avec M. Sassou. Ça, non. Parce que lui-même, il en sera content, parce que d'ordinaire, tel que vous l'égratigner, aujourd'hui, vous n'êtes pas en désaccord. Non. C'est déjà un bon signe, et tous les Sassouistes qui nous suivent devraient commencer à sourire. Non, non, non. Sassou n'a pas tort de dire que dans le pool, il n'y a pas de crise. Et d'ailleurs, je vais y arriver. C'est une crise, Bédel Baouna. Je vais y arriver. Oui, allez-y. Calmez-vous. Depuis que vous allez à Nantes, vous devenez un peu tous les week-ends Nantes, Paris. Vous commencez à vous déconnecter de la réalité. Non, non, non. Allez-y. Pour une fois. Vous savez, sans vouloir entrer dans une analyse grammaticale, cette phrase, elle est en fonction secondaire, accessoire. Pour moi, virgule, il n'y a pas de crise dans le pool. Dixit, M. Sassou. Cette phrase, quand il s'agit de l'analyser grammaticalement, elle est en fonction secondaire, accessoire. Comprenne qui pourra. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Et c'est là où le bas blesse. Et là où le bas blesse encore, c'est que dire qu'il n'y a pas de crise dans le pool, c'est un jugement de valeur. Et vous connaissez bien mon aversion pour les jugements de valeur. Et d'ailleurs, c'est l'ami Vivien Manongou qui a traité cette phrase, qui a qualifié cette phrase d'insensée sur son compte Facebook. Monsieur Sassou aurait dû continuer la phrase. Il aurait dit non, pour moi, il n'y a pas de crise dans le pool. Mais en revanche, il y a le chaos. L'apocalypse. L'apocalypse. Donc c'est pire que... Exactement. Pour un président de la République, il doit savoir choisir ses mots. Mais je le comprends, puisque c'est lui qui est le pompier pyromane, donc il est obligé d'employer des syntagmes frileux, des euphémismes de la litote. Monsieur Sassou. Non, il faut employer des hyperboles. Il faut constater. C'est Mao Tse-tung qui disait, le jour où je deviendrai président de la République, la première mesure qui me concernerait serait de comprendre d'abord le sens des mots. Oui, le sens des mots. Non, 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 dans le pool, il n'y a pas de crise. Mais en revanche, il y a le chaos. Et d'ailleurs, c'est son ami, Mathias Nzon, qui lui a demandé sur RFI, je l'ai suivi d'ailleurs ce matin. Son ami, Bédel Baouna, Mathias Nzon. C'est son ami. C'était un opposant. J'ai connu en 1993, j'ai rencontré Mathias Nzon pour la première fois à Paris. Il revenait du boulevard Magenta. Il s'activait. Mathias Nzon, elle est des artisans du retour au pouvoir de M. Sassou. C'est son ami. Aujourd'hui, ça n'empêche pas le premier opposant à Sassou. Non. Mais attendez, mais arrêtez d'aller à Nantes. Oh là 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 là, mais c'est pas... Mais qu'est-ce qui vous a dit? Qu'est-ce qui... Monsieur Mathias Nzon, opposant. Bon, enfin, oui, c'est un opposant, mais du pouvoir. Pas un opposant au pouvoir, nuance. Voilà. C'est Mathias Nzon qui lui rappelle de retirer ses mercenaires et ses miliciens dans le pool. C'est pas moi qui le dis, c'est Mathias Nzon. Donc lui, il est au Congo, lui c'est son ami. Donc c'est qu'il a bien vu qu'il y a des mercenaires dans le pool et des miliciens. C'est Mathias Nzon qui le lui demande, pas moi. Nous avons proposé au gouvernement de retirer toutes ses forces, de retirer les militaires du pool, de retirer les milices du pool, de retirer les mercenaires du pool, pour voir si réellement Toumi a quelque chose à revendiquer et attaque le pays. En ce moment-là, ce sera très clair. C'est pas moi. Je ne suis pas au Congo, je suis à Paris. Enfin, donc cela signifie qu'il y a des miliciens, des mercenaires qui tuent, qui pillent, qui mettent le pool dans un état apocalyptique. Non, il n'y a pas de crise dans le pool. Il n'y a pas de crise. Il y a le chaos. Donc un tsunami. Peut-être pas tsunami, voilà, c'est un mot éloigné. Voilà, on est. Donc, M. Sassou, et si vous l'avez suivi, il a été martial. Je demande aux dirigeants du pôle, mais comment... Aux dirigeants, au cadre du pôle, aux dirigeants, parce que... Mais comment un président de la République peut-il parler ainsi?
Je demande aux dirigeants du pool de se mettre avec le président. Il est à la recherche de la légitimité. Aux dirigeants, je ne suis pas de mauvaise foi, je l'ai bien écouté, attendez. Mais vous l'avez balancé sur Zena TV. Vous avez balancé l'extrait sur Zena TV. Oui, on va l'écouter. Oui. Appel aux populations du pôle, aux dirigeants politiques du pôle, qui se mettent avec le président, que nous allons rechercher Toumi et le mettre hors d'état de nuire. Pour moi, il n'y a pas de crise. Le pays va continuer sa marche, il va se construire. Et le programme que le président a annoncé pour le peuple va être réalisé. Alors c'est cet appel que je lance aux populations du pôle, au lieu de fuir, d'avoir peur, aux dirigeants politiques, ils ne peuvent pas jouer double jeu, ils ne peuvent pas jouer double jeu. Ils doivent prendre position clairement, ils se mettent avec le président et les populations, on isole tout, on le recherche. Que je demande au cadre du pool et à la population du pool d'arrêter de jouer le double jeu. Mais il y a un procès, on l'amènera en justice, il va chercher Toumi. Pour moi, il n'y a pas de tuer, mais on va l'arrêter et il sera jugé. Est-ce que M. Sassou est-il sûr que si les cadres, les supposés, ou bien entre guillemets, cadres du pôle, le rejoignaient, donc les Mfouba, les autres, pas les opposants, est-ce que pour autant, le chaos dans le pôle s'arrêtera? Est-ce que pour autant, il capturera Ntoumi? On ne me fera pas croire à moi, Bédel Baouna, que M. Sassou est incapable de capturer M. Ntoumi. Non. C'est un mensonge. Mais attendez. Mais avec l'aide à la population. Mais il ne demande pas de... Mais c'est une farce. On revient dans la comédie là. Mais c'est une farce. Mais ce monsieur, je vous ai dit, c'est un serpent, M. Sassou. Un dangereux. Ça, c'est la com. Mais une com calamiteuse artisanale. Non. Monsieur Sassou n'est pas incapable. Et d'ailleurs, pourquoi j'en parle une litote? Monsieur Sassou est en mesure aujourd'hui, en 5 minutes, de capturer Ntoumi. Il a été capturé le Honga qui était de fortes têtes par rapport à Ntoumi. Mais maintenant, c'est Ntoumi qu'il... À l'époque de Honga, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait mais pas il avait vite fait de téléphoner à son ami Jacques Chirac, non? Pour envoyer, c'est pas des militaires au Gabon pour aller capturer. Mais pourquoi ne le fait-il pas? Donc, on me fera croire aujourd'hui que Ntoumi est invisible. Alors, que Ntoumi échappe à Sassou? Non. La raison est ailleurs. La raison est politique. C'est la recherche de la légitimité. Il veut que le pôle le soutienne. Comme pour lui, le pôle, c'est une région qui se met toujours à l'écart. Donc, il faut punir le pôle. Et quand il aura fini de punir le pôle, là, il pourra revenir à la table de négociation. Il ne dit pas d'aller tuer Ntoumi. Il dit le capturer, on va le traduire en justice. Laquelle justice est rendue en son nom, à lui, et non au nom des principes démocratiques ou de l'État. Non. Mais donc là, maintenant, le discours a changé. Oui. On dit qu'il faut capturer. Donc, on est passé de terrorisme, terrorisme à Bondi. C'est ce qu'il a dit, le mot Bondi. Mais le président, dans sa grandeur, n'a pas traité... Dans sa grandeur. Mais je pense que M. le président de la République, il n'a pas traité Ntoumi de terroriste. Ah non? Donc, il prend quand même, ça dit qu'il... Mais les ministres s'exprimaient. Mais les éléments de langage qu'employaient les Thierry Mongala, les Pierre Mabiala. Bien sûr, tous ces gens que vous connaissez très bien, Bédel Baona. Moi, je sais ça, mon œil, oui. Reconnaissez-le. Oui, c'est ça. Tous vos amis ont quand même un langage martial, alors que un langage apaisé. Mais cela participe toujours de cette quête de légitimité. Sassou avait voulu mettre en place une stratégie. Traiter Ntoumi de terroriste. Et pour attirer l'attention de la communauté internationale, pour être invité dans les sommets sur le terrorisme. Parce qu'il allait toujours dire que moi aussi je suis confronté à des actes terroristes. Ntoumi n'a jamais posé des bombes à Brazzaville, à Oyo, à Pointe-Noire, même dans le pôle. Ntoumi, ça, on est dans une guérilla. Ntoumi n'a jamais pris en otage des gens, je ne suis pas fan de Ntoumi, à Brazzaville, à Kinkala, à Pointe-Noire, à Oyo, à Kélé. Ah non, pas du tout. Mais pourquoi aller le qualifier de terroriste? Parce que et puis d'ailleurs, soit dit en passant, Ntoumi est leur produit. Ntoumi est le produit de Sassou. Donc il sait que Ntoumi sert de monnaie d'échange. Bédel Baona, essayons d'analyser, en fait, interpréter surtout cette sortie de l'initiation quand il dit que je demande aux populations et aux cadres de ne pas jouer de double jeu. Est-ce qu'il ne veut pas dire, en fait, que finalement, il est soupçonné d'être complice de Ntoumi? Mais il ne peut que le dire, évidemment. Ça, c'est la menace.
il profère des menaces pour qu'il n'y ait plus d'opposants à sa forfaiture. Que plus personne ne se lève dans le pool, en fait. Comme ça, au moins... Donc, vous avez tout compris. Enfin, mais j'essaie de vous suivre. Point final. Donc, on peut passer à la suite, parce que vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Alors, passons à la suite. Bédel Baona, c'est aussi une autre jeune fille qui s'est illustrée, qui est aujourd'hui dans le gérant de Sassou. C'est mademoiselle Destinée Hermela Doukaga. Alors, patronne du parti Le Front Patriotique, elle a damé le pavé brazzavillois un parti fantôme, pour demander, mais non, Bédel Baona, écoutez d'abord, elle a damé le pavé brazzavillois pour demander au président de la République, par le biais de votre ami Pierre Mabiala, de pouvoir sortir le Congo de la CPI, en fait cette cour désormais qui n'est juste que les présidents africains, alors que le président congolais, lui, étant protégé par sa constitution, ben, n'était même pas concerné, mais enfin, c'est quand même quelque chose qui a marqué les esprits. Je vous ai vu quand même réagir en fait à cette sortie de Madame Doukaga. Vous savez, j'ai pour habitude sur ce plateau d'employer une phrase, une citation de Lucien Sfex. Je dis, je cite, « La symbolique répond à la défaillance de la représentation. » Vous savez, donc ce qu'a fait Destinée Doukaga participait de la symbolique, à défaut de la représentation. C'est au nom des jeunes. Au nom des jeunes. Et elle ne représente qu'elle-même. Hein. Je ne pense pas qu'elle puisse représenter la jeunesse congolaise. Vous savez, le dernier débat de la primaire de la droite des Républicains ici à Paris, j'avais concentré mon attention sur François Fillon. Et au moment de parler de son gouvernement, il dit oui, mais il y a des gens qu'on avait nommés dans le gouvernement sur des considérations partisanes, claniques, mais des gens qui n'avaient aucune autorité politique, morale. Et c'est exactement ce qui se passe aussi au Congo. Je me suis dit, tiens, voilà le Congo. Plus le temps passe, plus Sassou nomme des gens sur des considérations partisanes, claniques, peut-être même sexuelles. Désolé pour le terme. Enfin, je ne blesse personne. Pour l'instant, mais on n'a pas de preuve. Destinée Doukaga, quelle autorité a-t-elle? Mais citoyenne. Quelle est sa légitimité? Mais quelle est sa légitimité? Elle est ministre. Mais je vous dis. De sa légitimité. Mais l'argument même elle est déjà chef de parti. Donc ça lui permet d'intervenir dans le débat politique. Et là, son parti comporte des élus. Enfin, elle s'est déjà présentée. Quelle est la légitimité, ou voir quelle est l'autorité morale, politique, intellectuelle de Madame Doukaga? Laquelle? Elle est d'abord écrivaine de Barreau de Six. Ah bon? Déjà, Madame Doukaga est écrivaine, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est qu'elle est ministre, déjà. Et en troisième point, elle est chef de parti. Donc ça lui donne quand même des éléments aujourd'hui tangibles pour intervenir dans le débat politique. Parce que cette question de la CPI, reconnaissez qu'on ne juge que des Noirs. Est-ce que c'est une priorité pour eux? Mais on ne juge que des Noirs. Enfin, si vous voulez bien. Non, mais allez-y, développez d'abord votre argument. J'allais dire, quel est en fait l'argument employé par Madame Doukaga et ses partisans? Que dans la nouvelle constitution du Congo, il est bien stipulé que le Congo n'extrade pas des prisonniers. Mais ça, c'est pour ça sur lui-même. Parce qu'il sait qu'il a commis tellement de crimes qu'il a peur du tribunal, qu'il a peur de la CPI. Bon, la CPI, au nom de la souveraineté du Congo. Que la CPI soit devenue une coquille vide, qui est l'objet actuellement de moquerie, de raillerie, et Madame Fatou Bensouda ne devrait d'ailleurs s'en prendre qu'à elle-même, parce que ce sont souvent des interpellations sélectives, à géométrie variable, pour les mêmes motifs que M. Sassou, on n'arrête pas, on enclenche une procédure ici au Gabon, on ne sait pas où bien à Kinshasa, mais sauf pour le Congo, alors que dans le pool, les gens meurent, souffrent par la seule faute de M. Sassou, ou bien par la seule envie de M. Sassou. Donc, mais ce serait dangereux de renoncer ou bien de brader la CPI. Parce que cela donnera carte blanche à quelques dictateurs africains, dont M. Sassou, de commettre des crimes. Et qu'ils ne pourront jamais être inquiétés, nous poursuivis. Non, je pense que ce n'est pas dans l'intérêt des Africains de quitter la CPI. Ceux qui le font, c'est une faute politique, mais une faute politique, c'est une sottise, une foutaise. C'est parce qu'elle n'a rien à faire. Vous l'avez vu, le jour de la marche, elle était en survêtement, une ministre, voilà, c'est comme ça, qui ne travaille pas, comme cite depuis qu'elle est au gouvernement, la seule même initiative qu'elle a prise pour la jeunesse. À Pointe-Noire, là-bas, je lisais un article, tiens, à Pointe-Noire, là-bas, chez vous, vous connaissez bien cette ville. Ah bah, bien sûr. Pointe-Noire.
Je lisais un article, il est dit que 8 filles de moins de 16 ans sur 10 tombent enceintes à Pointe-Noire. Voilà un sujet qui devait préoccuper Mme Doukaga. Que faut-il faire pour remédier à ça? C'est ça, à Pointe-Noire. Je l'ai lu dans un article récemment. Vous voyez, c'est un sociologue qui est allé faire une enquête. Et donc, voilà ce à quoi Mme Doukaga devrait s'atteler. Et non d'aller marcher, d'aller montrer ses formes ou ses rondeurs ou je ne sais pas quoi. Non, pas du tout. Vous l'appréciez qui? Non, ça va pas, non. Vous rigolez ou quoi? Alors, on ne rigole pas, Bédel Baouna, on va avancer. Bédel Baouna, il y a des anniversaires, puisque vous êtes quand même friand d'anniversaire. Ici, on vous a déjà souhaité votre anniversaire. Alors, cette année, c'est des anniversaires un peu bizarres, mais enfin, il faut quand même le dire. Il y a notre très cher père Bernard Kolela, qui nous avait quitté un 13 novembre, et le professeur, l'un des rares professeurs qu'on a eu au Congo, Pascal Issuba, lui aussi, va fêter son anniversaire. Lui est encore vivant, bien sûr, hein, va fêter son anniversaire de 85 ans. Alors, Bédel Baouna, quel héritage de ces deux? L'un est encore là, il peut encore se justifier sans doute. L'autre n'est plus là, mais on voit ses fils opérer aujourd'hui en son nom et hériter de son parti. Mais c'est à moi que vous me posez cette question. C'est à moi que vous le demandez. Puisque vous avez souvent parlé des Kolela ici. Alors, mais vous connaissez bien les enfants de Kolela, non? C'est à eux de répondre sur l'héritage, si tant est qu'il y ait eu un héritage politique de M. Kolela. On ne parle pas de l'héritage matériel, mais de l'héritage politique. Donc poser la question... Mais c'est pas possible, M. Makos. Mais poser la question à ses enfants. Il y a Parfait Kolela, il y a Landry Kolela, il y a Théodorine Kolela, il y a Eloma Mpouya, il y a Paulé Makaya. Posez-leur la question quand-il fait de l'héritage de Kolela, si tant est qu'il y ait eu un héritage. C'est pas moi. Le pôle souffre en ce moment. Qu'aurait pensé Kolela? Allez leur poser la question, vous êtes journaliste. Pourquoi voulez-vous que moi je réponde à leur place? Non, c'est à eux d'en parler. Quant à M. Le Souba, je me souviens de cette phrase qu'il avait balancée, que je ferai du Congo une petite Suisse. Il a permis à Sassou de revenir. Il est allé enfumer les gens. Donc voilà, donc qu'il reste dans son coin. Vous leur souhaitez quand même, vous souhaitez... Jamais, non, pas du tout. Moi, chez moi, c'est œil pour œil, dent pour dent. Ils ont contribué au chaos actuel du Congo. Donc, je ne peux pas leur souhaiter un joyeux anniversaire. Alors, Bédel Baouna, quelque chose qui va vous enchanter, ce sont les prix littéraires. C'est vrai qu'on n'a pas été là la semaine dernière. On vous a vu parcourir ces différents cafés, le café de Flore, là-bas, du côté de Saint-Germain-des-Prés, pour les prix Goncourt et Renaudot. Déjà, Bédel Baouna, votre sentiment en tant que critique littéraire, vous qui aimez les belles lettres. Ah oui, je savais que le prix Goncourt, ou bien le prix Renaudot, allait revenir forcément à un écrivain d'origine maghrébine. Moi, je vous avais proposé ici de lire Dieu n'habite pas la Havane de Yasmina Kadra. C'est vrai, c'est bon, vrai. Alors, maintenant, je n'avais pas lu Chanson douce. Et je l'ai lu le jour où Madame Slimani, Leïla, a eu le prix Goncourt. Un livre atroce, mais bien écrit. Un déluge vraiment de propositions indépendantes, claires, les livres comme on aime. Et d'ailleurs, le roman commence par « Le bébé est mort ». C'est l'histoire d'une nourrice, nounou, qui tue les bébés dont elle a la charge. Mais après, le développement, c'est la littérature. Et puis, il y a le prix Renaudot de Madame, reçu par Madame Yasmina Reza pour son Babylone. Un chef-d'œuvre. Bon, j'aurais aussi préféré que Yasmina Kadra avec Dieu n'habite pas la Havane, parce que c'était mon coup de cœur de cette dernière rentrée littéraire. Aussi, en tout cas, c'est la victoire des lettres maghrébines. Juste africaine d'une manière générale. Et d'une africaine, juste préféré qu'il y ait eu aussi un Congolais. Enfin, mais là, au Congo, on a quand même Arin Djambo qui aurait pu prétendre à un prix sur le Renaudot, le Goncourt. Je ne sais pas pourquoi vous citez que le Renaudot. Mais il y a des écrivains. Attendez, mais il y a aussi Madame Doukaga qui écrit, non? Mais attendez, mais il y a Madame Doukaga qui... Monsieur Arin Djambo a une expérience littéraire qui dépasse celle de Madame Doukaga. Mais pourquoi vous concentrez-vous sur lui? Je me concentre sur lui. Mais posez-lui la question. Qu'il écrive un roman. Si vous permettez, déjà, il est édité aux éditions Yémar. Donc, qui est une grande maison éditrice congolaise, et ensuite il est le patron de l'UNEA. Bon, déjà pour avoir le prix Goncourt, il faut qu'il soit édité en France. Bon, déjà je vais vous dire, vous savez, les lettres congolaises sont en panne depuis que les patrons sont partis. Depuis que Tchekaya Utomsi, mais les lettres congolaises sont en panne, il n'y a que 3 qui écrivent. Lesquels? Tchekaya Utomsi, Alema Bankou, un romancier, Wilfried Nsonde et Dongala.
À part eux, il n'y a plus Attendez, encore une fois de plus. Attendez, qui lui souffrez chaque année. Attendez, je vous parle des romanciers confirmés et non des bricoleurs, monsieur Makosso. Vous savez, je dis bien à mon ami et homonyme. Attendez. Je vous dis à mon ami et homonyme, Bedel et Yenge. Je lui dis, mais tu te concentres sur la flévitude. Mais au Congo, il n'y a pas que le fleuve. Il y a aussi la lima. Donc, ils peuvent aussi écrire sur la limatude. Ou bien, à Pointe-Noire, il y a l'océan. Ils peuvent écrire sur l'océanitude. Ou bien l'oubangitude. Si vous vous concentrez sur le fleuve, seulement la flévitude, vous n'écrirez jamais de roman. Et vous viendrez nous enfumer. Donc, voilà. Donc, les lettres, vous savez, ce sont les éditions à compte d'auteurs qui ont plombé les lettres, surtout en Afrique. L'Harmattan écrit, publie tout et n'importe quoi. Et il suffit d'avoir 1500 €, tu écris un texte et un bidon. Allez, hop, tu balances chez un éditeur à compte d'auteur. Moi-même, j'écris. J'ai au moins 8 manuscrits à mon actif chez moi. Depuis 10 ans, je n'ai jamais publié. Mais parce que ça va pas. Si vous saviez, j'ai fait publier, bon, sans prétention, j'ai fait publier quelqu'un chez Flammarion. Voilà, c'est par mon réseau. Donc, c'est pas l'éditeur qui me manque. Mais parce que j'estime que je suis rigoureux, mais je ne peux pas. Mais il dit ça, Emar. Mais pourquoi vous concentrez sur ça? Vous mettre en difficulté? Non, pas du tout. J'ai pas envie d'en parler. Parler de Meyenge, de Liski Yindou, de Lontin Tibinda, ce sont les écrivains du flévitude ou de la flévitude. Oui. Mais ils doivent aussi écrire sur la limatude, sur l'océanitude, à Point Noir là-bas. Sur le Dibodiotude. Parce que les gens pensent que le Congo, ça se rejoue au fleuve. Non. Et d'ailleurs, ça me rappelle, chez nous à Makele là-bas, dans les années 80, il y avait un orchestre chez Tostao, à Météo, qui s'appelait Ebalembongi. Un chanteur qui venait souvent, qui venait de mon quartier, et il compose une chanson. Nazali ko lukayo nakena ponton na moni la mer nazongi na Congo na moni le fleuve. Donc pour lui le Congo, donc le Pointe-Noire et le Congo, ce sont deux contrées différentes. Non, nakena ponton na moni la mer nazongi na Congo na moni le fleuve. Mais non, ponton c'est le Congo. Donc il faut aussi écrire sur l'océanitude, sur la limatude, sur la songanitude, sur l'oubangitude et non sur le mont la fleuve. C'est avec ça. Franchement, moi, mon médecin m'a interdit récemment de lire des bricoles. Il m'a dit, monsieur Baouna, vous risquez de tomber malade en continuant en lisant ce genre de livres. Donc, on m'envoie des livres, moi. Je ne les lis plus. Des phrases tordueuses qui va, elle a mangé ceci, hier il y a sans anaphore co-référentiel. C'est ça qui fait les lettres, sans locus terribilis, sans variation stylistique. C'est ça, c'est simple. Écrire, c'est simple. Voilà. Monsieur Makosso est beau. Voilà. Vous enchaînez. Mais rien au Congolais. Donc, ne me parlez pas des lettres congolaises. Les patrons sont partis. Tchikale Tomsi, qui demeure le boss, n'est plus Sonny Laptonsi, n'est plus Sylvain Bemba, n'est plus les lettres. Ils ont sonné la mort de la disparition de ces grands messieurs a sonné aussi le glas des lettres congolaises. Il ne reste que 3 écrivains, 3 romanciers qui pourraient prétendre au prix Goncourt. Ça, c'est votre opinion. Vous direz jugement de valeur. Oui, bah, enfin, je dis pas jugement de valeur. Moi, ne m'embêtez plus. Ne m'embêtez plus avec les livres que vous m'envoyez parce que ça abîme ma vue. Voilà. Je ne vous embête pas. Non. Vous reconnaissez quand même que l'INEAC. Donc, mais pourquoi revenez-vous à ce sujet-là? Je veux dire que ça, c'est la grande famille de la littérature congolaise aujourd'hui. Mais vous êtes terrible, vous. Il y a une famille des littéraires au Congo, laquelle? Il y a des critiques littéraires auxquelles on donne 1 million. Tiens, écris un article sur moi, on donne 1 million de francs CFA, on écrit un article complaisant, sans critique acérée. La critique littéraire, c'est d'abord, on ne peut pas écrire un article sur un roman ou bien une pièce de théâtre sans un mot sur la construction, la structure, le style, l'architecture. C'est tout ça. Au Congo, il n'y en a pas, il n'y a que des articles. Bientôt, vous allez me parler de PA, c'est ça? Enfin, non, mais alors. Je ne parle pas du PA, je vous parle d'abord de celui qui gère les écrivains congolais, M. Henri Nzombo, et puis le grand critique de théâtre, le professeur Mouzoudi. Mais vous savez, on peut diriger une institution ou bien voir même un ministère de l'éducation sans forcément être professeur ou bien sortir de l'éducation nationale. On a bien vu qu'à la fédération congolaise, je crois, ou bien une fédération quelque part de football, c'est une femme qui a été élue. C'est une femme.
On ne me dira pas que cette femme a été un grand joueur de football. Non, pas du tout. Donc, c'est comme quelqu'un qui peut être président des musiciens congolais ou des écrivains congolais sans être écrivain. Pourquoi vous vous attardez sur ce sujet et des sujets beaucoup plus graves? Oh, c'est pas possible. Voilà, ce qui est possible, Médel Barona. On va terminer par une autre prospective, Médel Barona. On a parlé au départ de Trump, on va revenir sur Trump. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un changement dans la politique africaine des États-Unis? Parce qu'on a vu quand même Obama a été assez offensif. On l'a vu. Et qui n'a rien fait. Enfin, déjà prendre des décisions dans certains pays contre des personnalités impliquées dans des massacres selon l'administration américaine. On a vu aussi Obama à l'Union africaine intervenir pour dire qu'on doit respecter les institutions, notamment les mandats. Et aujourd'hui, Trump arrive avec un populisme, avec une certaine latitude en fait aux uns aux autres pour agir aussi facilement. Dans cela, on a vu quand même que le premier Africain à féliciter M. Trump, c'est bien le pasteur Kourouziza, suivi en fait de son ami Kabila, et tout le monde s'en est pressé. Denis Sassou Nguesso l'a fait en dernier parce que lui c'est le grand sage, il prend un peu de temps avant de pouvoir écrire au président élu américain. Mais déjà, la politique africaine. Déjà, M. Trump n'est pas un homme de discours. C'est pragmatique. Je crois qu'il apparaît comme un pragmatique. Vous savez, c'est un homme d'affaires. Il a fait plusieurs fois faillite. Il a toujours su rebondir. Donc, c'est déjà un trait de personnalité qui pourrait l'aider à déloger, voire à étrier les présidents africains. Donc, c'est déjà beaucoup ce bouscule. J'ai discuté avec... C'est un homme d'affaires, le président africain dit... Je discutais avec le président du Parti républicain en Europe, ici, à Bruxelles, lequel me disait qu'avec lui, tu vas voir dans tes pays là-bas, ce qu'il va leur faire. Parce que Obama était beaucoup plus consensuel, beaucoup plus homme politique. Donc, il était avec ses frères. Voilà. Donc, il pouvait dire un mot, mais tout ça, c'est la com. Mais lui, je crois qu'avec sa violence, avec sa fougue, il peut... Et son populisme. Et son populisme, voilà, puisque vous y revenez, vous y tenez, il pourrait au moins ne pas recevoir les dictateurs africains. Alors, et ça, c'est un pari. C'est un pari qu'on peut prendre. Je crois qu'il va blackbouler plusieurs dictateurs. Parce qu'il a étrié l'establishment. Oui. Il n'est pas de système de Washington. Il a étrié. Donc, tout ce qui participe de l'establishment, du politiquement correct, lui, il n'en veut pas. Donc, cela signifie que ceux qui font du lobbying à Washington, qui payent ici pour participer, enfin, je ne parle pas de Christelle Denis Sassou Nguesso, mais ceux qui payent des gens, les cabinets pour faire du lobbying, pour recevoir tel ou tel, je crois qu'avec Trump, il y aura une petite atténuation. Mais qu'est-ce qui expliquerait, selon vous, Médel Barona, un peu la liesse qu'on a ressentie dans les chancelleries africaines, disant, bon, les choses vont changer, tout le monde s'est précipité pour féliciter Trump en se disant, bon, là, peut-être Obama nous emmerdait, et là, peut-être... Mais parce que je crois que les chancelleries africaines se sont trompées, ou bien ils ont fait une analyse biaisée de la victoire de Trump. Ils se sont dit que Trump, dans la mesure où c'est un homme d'argent, dans la mesure où c'est un homme d'argent, c'est un homme d'affaires qui adore l'argent, il suffira de lui donner l'argent parce que les Africains sont habitués à corrompre. Et là, c'est une analyse tronquée, biaisée. Donc, parce que c'est un homme d'argent qui adore l'argent, il suffira de payer, de brader les richesses du Congo, du Gabon, du ceci, pour qu'ils nous reçoivent. Parce qu'ils ont besoin de l'image. Ils ont besoin de s'asseoir dans la maison, à la Maison Blanche, dans le bureau ovale, avec des journalistes, pour prendre des photos. Voilà, le fait que M. Trump ou M. Obama ait reçu tel rôtelé africain constitue déjà une légitimité. Mais là, je crois qu'il se trompe. L'argent, il en a. Donc, je ne pense pas que les lobbyistes de Washington pourront faire quelque chose il pourra le faire certainement dans le cadre des relations diplomatiques, recevoir tel ou tel autre président. Mais les roitelets ou bien les lobbyistes auront du mal, je crois, à pénétrer à la Maison Blanche. Donc ça ne changera pas grand-chose, peut-être dans les médias. Peut-être pas dans les médias. Dans les médias, non. Dans les médias, non, parce que les roitelets sont établis en Afrique. Alors, Médel Barona, vous vous rappelez que pendant la campagne présidentielle congolaise, les gens ont supputé, même au Gabon, supputé comme quoi les changements qui vont intervenir aux États-Unis et en France en 2017 seront favorables en fait aux présidents qui sont imposés aujourd'hui. Est-ce que cette analyse tient toujours? Ah non, mais c'est là parce qu'ils n'ont pas vu venir. En fait, eux, ils pensaient déjà aux favoris des sondages, à Hillary Clinton. Hillary Clinton est du système. Elle a pour ami
Kagame et Kabila. Il arrive, ce sont ses amis. Mais Trump, non. Donc, comme il y a eu une avalanche de sondages favorables à Hillary Clinton, les uns et les autres ont estimé que la future présidente, c'est Hillary Clinton. Donc, elle est moins souple, elle est moins inflexible qu'Obama. Elle pourra facilement nous recevoir et puis légitimer nos coups d'État. Non, ça ne se passera pas comme ça. Et ça, je vous le promets. Voilà. Bon, Oui. En France, il paraît qu'Alain Juppé va succéder. Mais ça, là, on peut dire que ça ne changera rien. Voilà. En attendant que les prédictions de Bédel Baouna puissent se concrétiser d'ici là, mesdames, messieurs, je vous souhaite donc déjà une très bonne journée. Bédel Baouna, merci. De rien, cher Makosso. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi Décryptage avec Bédel Baouna. Merci à Noko Kumunga Kosso pour les images. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Au revoir.